Bonjour. Donc, alors aujourd'hui, la première chose qu'on va faire, c'est voir comment la version principale du théorème CAM, que je vais rappeler dans un instant, se déduit du théorème de conjugaison rectifié dont j'ai parlé la dernière fois. Alors, je commence par rappeler donc l'énoncé du théorème CAM, du moins l'énoncé principal, disons. Donc, on se donne une variété symplectique, enfin c'est sous-entendu, un Hamiltonien H0, et on suppose que ce Hamiltonien H0, donc lisse de classe C infinie, a un tore invariant, lagrangien, alpha quasi-périodique. Donc ça veut dire que le tore est invariant et la restriction du champ de vecteurs hamiltonien au tore est un champ, enfin, dans des coordonnées adéquates, un champ constant, somme des alpha i d sur dqi. Alors on suppose d'abord que le vecteur de fréquence alpha, qui est indiqué ici, ce vecteur de fréquence est diophantien, et d'autre part que la torsion de T0 est non dégénérée. Donc cette torsion, c'est le terme quadratique dans la forme rondale de Birkhoff. Donc quand on développe le hamiltonien le long de T0, il y a une valeur constante puisque le tore est invariant, des termes d'ordre 1 qui correspondent donc à ce vecteur de fréquence alpha, et c'est les termes d'ordre 2 qui déterminent la torsion qui est ici. C'est une matrice symétrique qui est donc supposée non dégénérée. Alors la conclusion, c'est que cette situation, disons, est stable, est persistante, dans le sens que pour toute perturbation grand H de H0, dans la topologie C infinie, eh bien, on va trouver au voisinage C infini d'ailleurs de T0, un nouveau tore lagrangien T avec le même vecteur de fréquence alpha, donc une dynamique qui est la même, avec un changement de coordonnées, mais qui a les mêmes caractéristiques dynamiques. Voilà. OK. Alors, donc la preuve, on va se ramener au théorème de conjugaison rectifié qui est rappelé sur le slide suivant. Donc, c'est un énoncé local, dans le sens, enfin local au voisinage du tore T0. On ne parle que de la dynamique qu'au voisinage du tore T0. Et donc, on va pouvoir, d'après les différents théorèmes qu'on a vus, en particulier le théorème de Weinstein, se ramener au cas où la variété symplectique ambiante est en fait Tn fois Tn, qui était l'espace de phase pour le théorème de conjugaison rectifié. Donc, c'est pour ça qu'on se ramène à ceci. On aurait aussi pu se ramener à Tn fois Rn, mais enfin, je veux dire, c'est plus pratique de se ramener à Tn fois Tn, avec la forme symplectique standard. Et puis, T0, bien sûr, c'est la section nulle, enfin, c'est Tn fois 0. Et on peut ensuite, comme alpha est diophantien, là, on n'utilise que alpha est diophantien, supposer qu'on a déjà écrit H0, après un changement de coordonnées symplectiques qui est donc sous-entendu ici, que H0 est sous forme normale de Birkhoff à l'ordre 2, c'est-à-dire que le développement de H0 le long de T0, avec des coordonnées qui sont Q1, Qn le long de Tn et P1, Pn transversalement, donc le tore T0 a pour équation P1 égale P2 égale Pn égale 0, eh bien, l'écriture de H0 est celle-là. Donc, de nouveau, une partie. Alors, bon, on soustrait la valeur constante. Là, c'est une autre réduction, puisque ça ne change pas du tout le champ hamiltonien. Donc, H0 s'annule sur T0. La partie linéaire qui correspond au fait que le tore lagrangien est alpha quasi-périodique, que la dynamique est dans des coordonnées adéquates le champ de vecteurs constant, somme des alpha i d sur dqi, et donc la partie de torsion, enfin la partie qui détermine la torsion quadratique. Donc l'important ici, c'est que les BIJ sont directement des coefficients qui ne dépendent pas de Q, et toute la dépendance des coordonnées Q1, Qn est regroupée, enfin est contenue dans ce terme reste,
hein, qui est d'ordre au moins 3. Donc ça, c'est le hamiltonien de départ, H0. Bien sûr, ceci ne va pas se persister par perturbation, mais enfin, on va voir ce qui se passe. Donc l'hypothèse, hein, alors on a déjà utilisé une première fois l'hypothèse que alpha est diophancien, on va la réutiliser, mais enfin je veux dire, on l'a déjà utilisée une fois pour écrire les choses sous forme normale de Birkhoff, hein, et puis donc l'hypothèse ensuite de non-dégénérescence nous dit que cette matrice BIJ, une matrice symétrique, hein, est donc non dégénérée, inversible. Alors, donc, on doit considérer dans le théorème CAM un hamiltonien proche de H0 au sens C infini, et on va lui appliquer le théorème de conjugaison rectifiée. Hein, alors, en fait, on ne va pas appliquer le théorème de conjugaison seulement à H, mais on va profiter, alors, parce que, bon, encore une fois, le terme, enfin, plutôt la partie principale du théorème de conjugaison rectifiée apparaît un tout petit peu plus tard dans le slide. Mais donc, si on se rappelle ce qui se passait dans le théorème de conjugaison rectifiée, hein, on a des paramètres, enfin, on a une écriture qui fournit presque, enfin presque est peut-être exagéré, mais enfin qui fournit presque un tore invariant, à ceci près qu'on a des paramètres parasites bêta 1, bêta n, c'est-à-dire qu'il faut rectifier, c'est la partie de rectification du hamiltonien, hein, alors strictement ces sommes des bêta i 1 sur 2pi sinus de pi pi. Le point, c'est que donc on a n paramètres supplémentaires dont on ne sait pas quoi faire, parce que quand ces paramètres ne sont pas nuls, le théorème de conjugaison rectifié ne permet pas d'avoir des conclusions dynamiques sur le champ de vecteurs hamiltonien correspondant. Donc ce qu'on fait, enfin, on va profiter du fait que, par ailleurs, le théorème de conjugaison rectifié produit des tores invariants lorsque bêta égale 0, hein, qui sont donnés par la différentielle d'une fonction θ. Hein, et donc, du point de vue homologique, ils sont homologues à p égale 0, alors qu'on peut... Donc on a une certaine liberté ici, et c'est ce qu'on fait ici. On considère une famille de hamiltoniens, hein, où on translate la variable p par une variable grand P. Donc on a une famille à n paramètres, hein, paramétrée donc par le paramètre grand P, voisin de 0, hein, et on considère simplement, donc c'est le même hamiltonien H, hein, simplement, le tore P égale 0 est simplement translaté en considérant cette famille. Donc on réintroduit n paramètres supplémentaires, hein, dont on va se servir pour tuer les paramètres bêta. C'est ça l'idée. Hein. Donc là, ici, j'applique à ce hamiltonien H indice grand P, hein, j'applique le théorème de conjugaison rectifiée. Donc là, je suis en train de rappeler l'énoncé. Hein. Donc, ça veut dire qu'il existe un cas. Alors, cas, je vais juste rappeler par contre au tableau, pas besoin d'allumer parce que j'ai vraiment F alpha. Hein, donc, c'est simplement l'ensemble des cas de PQ, hein, qui s'écrivent sous la forme somme des alpha IPI, plus une partie qui dépend de QL, cette partie ne dépend pas de Q, mais une partie d'ordre supérieur qui, elle, peut dépendre de Q. Donc, c'est des hamiltoniens pour lesquels le tore T égale 0 est invariant, il s'annule sur P égale 0, hein, et tel que, effectivement, comme la partie linéaire est celle-ci, hein, la restriction du hamiltonien de K au tore P égale 0, hein, est exactement le champ de vecteurs constant, somme des alpha i, d sur dqi. Donc, ça, c'est les hamiltoniens que j'aime bien, si j'ose dire, enfin, qui sont favorables. Hein, donc alors, on a ce cas dans F alpha. Alors, ensuite, on avait θ dans E, phi dans V. Je n'ai pas vraiment besoin de le rappeler exactement ce qu'ils sont. Voilà la formule, en quelque sorte. On peut écrire H. Enfin, ici, on a appliqué le théorème à HP. Donc, on peut appliquer... on peut exprimer le hamiltonien perturbé
comme la composition d'un, j'ai envie de dire, d'un bon hamiltonien, un hamiltonien dans cet espace F alpha, avec un tor lagrangien alpha quasi-périodique, composé avec un simple ectomorphisme, ça veut simplement dire que le tor, ici le tor est exactement P égale 0, avec exactement le champ de vecteurs constant dessus. Ici, on va déformer, θ sert à déformer le tor lui-même, kθ, et g phi sert à faire un changement de variable le long des variables q, qui conjugue au champ de vecteurs constant. Donc, c'est des changements, ici, c'est des changements de coordonnées. C, c'est simplement parce que on ne change pas le champ de vecteurs hamiltonien en additionnant une constante, donc on doit en tenir compte. Et finalement, ça, c'est le terme de rectification, et c'est ce terme-là qu'on veut annuler pour pouvoir conclure quelque chose d'intéressant, parce que sous cette forme, avec des bêtas qui sont a priori pas nuls, donc ça, encore une fois, ce sinus de pi, c'est juste parce que j'ai pris comme espace de phase, parce qu'il faut un espace de phase compact, on a pris Tn fois Tn. L'important, la seule chose qui compte ici, c'est la partie d'ordre 1 le long de Tn fois 0, c'est-à-dire que cette expression-là, il faut y penser comme somme des bêta i pi. Simplement, comme je veux un objet qui soit globalement défini, j'ai substitué x par sinus x, enfin sinus de pi x sur 2pi, puisqu'il fallait quelque chose qui soit z périodique. Voilà, donc ça c'est l'énoncé du théorème de conjugaison rectifiée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'il existe un unique P, comme c'est écrit, qui annule les bêtas. Donc les bêtas, ici encore une fois, j'ai H qui est la perturbation, et j'ai introduit P paramètres supplémentaires en translatant H. Donc les bêtas, et de même les autres, θ, phi, k, tout ceci dépend de grand H et de grand P. Et ça, c'est le grand avantage du théorème de Hamilton, enfin je veux dire, c'est qu'on sait que ça dépend de façon lisse de grand H et grand P. Donc je vais pouvoir prendre des dérivés de bêta en particulier par rapport à P en partie. Enfin, c'est ça qui va m'intéresser ici. Alors, donc, je veux montrer qu'on a ceci. À ce moment-là, on aura tout ce qu'on veut, puisqu'évidemment, si on a trouvé un P tel que bêta de HP égale 0, eh bien pour ce P particulier, ce terme disparaît. Donc, alors le C, c'est une constante additive qui ne nous intéresse pas. Et donc, on conclut que grand HP, pour ce P particulier, encore une fois, s'écrit sous cette forme-là. Et ça veut dire que, alors je ne sais plus, oui, c'est ça. Non, pardon, donc ça, je vais le dire tout de suite. Ça nous donne un tor invariant lagrangien, alpha quasi-périodique, qui est en fait le graphe de moins dθ, je pense. Voilà. Alors, moins dθ, une fois translaté, donc si on remet le paramètre P, ça sera quelque chose comme grand P moins dθ. En tout cas, un tor qui va être cohomologue à petit p égale grand P, et pas à petit p égale 0, comme c'était le cas dans le théorème de conjugaison rectifiée. Donc ici, on s'est permis en quelque sorte de changer la classe de cohomologie du tor lagrangien qu'on considère. Alors, donc il nous faut démontrer ça, bien sûr. Il nous faut démontrer l'assertion qui est ici. Alors, on commence à regarder ce qui se passe lorsque grand H0, alors quand grand H égale grand H0 et grand P égale 0, on avait la forme normale de Birkhoff. Je vais y revenir un instant. Ici, donc on était déjà sous la forme requise. En fait, les termes d'ordre 2 ne nous intéressent pas spécialement. L'important, c'est cette partie d'ordre 1, plus une partie d'ordre 2. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, lorsque H égale H0, en fait, θ égale 0, phi égale 0, et les bêtas sont nuls. Donc, enfin, j'ai gardé seulement cette conclusion. Alors, on va montrer, le lemme est démontré dans le prochain slide. Pour le moment, je vais admettre cette formule.
on considère les dérivées partielles des bêta i par rapport aux variables pj. Donc p, c'est une variable dans Rn, bêta, c'est aussi un vecteur de Rn. Donc on considère la matrice jacobienne des bêta par rapport au grand P. Et alors, on va calculer cette matrice en H0, 0. Alors, en H0, 0, on va voir que cette matrice est le double de la matrice de torsion, enfin le double de la matrice BIJ. Alors, on admet ce calcul, on admet un instant ce résultat. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme la matrice de torsion est inversible, cette matrice est inversible, ça veut dire que l'application pour H0, H0 étant fixé ici, l'application qui a grand P associe grand bêta est un difféomorphisme local, d'après le théorème d'inversion locale. Alors maintenant, c'est une condition ouverte, donc tout dépend bien des paramètres dans le théorème de Hamilton, et ça veut dire que si je perturbe H0 en H, l'application qui a grand P associe grand bêta continue à être un difféomorphisme local, en fait simplement parce qu'elle est C1 proche du difféomorphisme précédent. Alors, on a perdu la propriété que ce difféomorphisme local envoie 0 sur 0, comme c'était le cas initialement, mais malgré tout, c'est un difféomorphisme C1 proche, donc il envoie 0 sur un point voisin de 0, et comme il est C1 proche du difféomorphisme précédent, eh bien on va pouvoir trouver, comme c'est spécifié ici, un unique point P qui est envoyé sur 0. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, donc la démonstration est complète, modulo le lemme qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on démontre le lemme? C'est même pas un petit calcul, c'est très simple. Alors, on écrit des développements limités, de nouveau le long de petit p égale 0. Donc j'ai grand H0 dont je suis parti. Quand je prends la dérivée partielle de H0 par rapport à P indice J, eh bien, j'obtiens cette formule. Bon, ça c'est. Et donc, quand je vais considérer ce hamiltonien, je vais faire un dessin au tableau tout de suite. Pour le moment, j'écris juste la formule qui est ici. Donc, je considère H0 plus T fois. Alors, T est un paramètre voisin de 0. DH0 sur DPJ. Eh bien, le développement limité à l'ordre 2 donne ceci. Simplement parce qu'on a celui de H0, on a celui de DH0 sur DPJ, on les a juste combinés pour obtenir ceci. Alors pourquoi on considère ce hamiltonien? Enfin, on va. C'est parce que dans l'espace, alors là c'est un dessin un peu symbolique, disons. J'ai le hamiltonien H0. Et alors, il nous fallait. Alors, je vais regarder le. Alors, j'ai la famille de hamiltoniens H0. Alors, malheureusement, bon, je vais mettre le H0 en haut simplement pour avoir un indice, une place pour mettre mon P. Vous vous rappelez qu'on a translaté la variable petit p. Donc, je suis parti de H0. Je translate la variable petit p. En fait, je vais fixer même. Ici, quand je translate par la variable petit p, j'ai n paramètres. Ensuite, je vais fixer j. Et je vais, disons, appeler H0 de PJ. Donc, je ne fais bouger dans la translation que la coordonnée d'indice j, que je déplace à vitesse uniforme. Donc, j'obtiens une courbe comme ceci dans l'espace des hamiltoniens. Donc, simplement en ayant translaté la variable d'indice j. Ce que je prétends, c'est que si je regarde la famille de hamiltoniens que je regarde ici, eh bien cette famille, elle est tangente à la famille précédente à l'ordre 1 en t égale 0, puisque à l'ordre 1, ça revient au même de translater la variable j ou d'ajouter ce terme-là. C'est par définition de la dérivée partielle. D'accord? Donc, j'ai ici, dans l'espace des hamiltoniens, deux courbes, mais qui ont le même vecteur tangent en t égale 0
à H0. Je peux me servir de n'importe laquelle de ces courbes pour calculer la dérivée partielle. Je vous rappelle l'énoncé du lemme. Voilà, qui est là. Donc ici, je dois calculer cette dérivée partielle, et strictement parlant, ça veut dire le long de cette courbe. Je dois considérer cette courbe de Hamiltonien et voir comment bêta varie le long de cette courbe en ce point-là, à l'ordre 1. Mais encore une fois, comme ici j'ai une courbe qui a le même vecteur tangent, je peux aussi bien m'en servir pour calculer la dérivée partielle. Donc c'est ce qu'on fait. Pardon, je reviens où j'en étais. Donc on se sert de cette famille de Hamiltoniens. Et le grand avantage, bien sûr, c'est qu'elle est déjà sous la forme qui me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Donc on applique le théorème de conjugaison rectifié, mais à ce Hamiltonien-là. Et là, c'est déjà, j'ai envie de dire, tout près, puisque la partie... Alors, il y a la partie d'ordre 0. Mais la partie d'ordre 0 va me donner C égale T alpha J. Alors, j'ai ensuite pas besoin, comme là, ici, j'ai directement une partie d'ordre 1 qui est où les coefficients des PI ne dépendent pas de Q. Je n'ai pas besoin du tout de faire de conjugaison, c'est-à-dire je peux prendre θ égale 0 et phi égale 0, puisque j'ai ici quelque chose qui serait dans F alpha si le coefficient c'était alpha i, c'est-à-dire que le bêta dont j'ai besoin pour rectifier, c'est précisément le terme qui apparaît ici, 2t fois bij, pi, c'est 1. Et ensuite, une fois que j'ai rectifié par ce terme, il me reste une partie linéaire qui est somme des alpha i pi, plus des termes d'ordre supérieur qui sont, comme toujours, inclus dans le Hamiltonien grand K, enfin, celui qui est dans l'espace F alpha qui est ici. D'accord? Donc, la formule que vous avez ici sur ce Hamiltonien vous dit bien que ça s'écrit sous la forme 1 Hamiltonien de cette forme, dans F alpha, plus ce terme ici, 2t bij pi, qui vous donne la valeur de bêta. Alors, comme d'habitude, il y avait un sinus, il faut rectifier, mais cette rectification est toujours dans les termes d'ordre 2. Donc, elle fait toujours partie du Hamiltonien grand K. Voilà. Donc, vous avez calculé la dérivée le long de la... On a deux courbes, on a calculé la dérivée le long de la deuxième courbe ici. On a obtenu ce qu'on prétendait, enfin ce qu'on affirmait, c'est-à-dire que la matrice jacobienne, c'est 2 fois bij. Et donc, on a terminé la démonstration du lemme et du théorème CAM. Voilà, donc vous voyez quand même que l'essentiel du travail a été fait la dernière fois dans le théorème de conjugaison rectifiée, et que là, c'est juste, en quelque sorte, rassembler les choses. Mais enfin, c'est important d'être dans le cadre de ce théorème de fonction implicite ou d'inversion locale de Hamilton, puisque c'est le fait qu'on sache, dans le théorème de conjugaison rectifiée, qu'on sache que, par exemple, la bêta dépendent de façon différenciable de h et de p qui nous permet de faire cet argument. Donc, voilà. Alors, donc, dans le théorème CAM, dans sa variante, enfin, disons dans la version principale, et jusqu'à maintenant, à vrai dire, on a toujours considéré un seul tore invariant à la fois. C'est-à-dire qu'on conclut qu'on a un tore invariant lagrangien, ce qui est intéressant, mais ce qui est souvent insuffisant par rapport aux applications qu'on veut en faire. Et donc, on va discuter maintenant qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire varier alpha. Puisque dans tout ce qui était avant, j'ai fixé un vecteur de fréquence diophancien, alpha, et je cherchais un tore invariant lagrangien alpha quasi-périodique. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver plusieurs tores, pas un seul, en faisant varier alpha. Donc là, c'est ce que je viens de dire, en gros. Alors, on va discuter ça dans le cadre d'une... Dans le théorème CAM que j'ai énoncé, on était dans le cadre d'une forme normale de Birkhoff. Je partais d'un tore
invariant, hein, et puis je perturbais, je voulais retrouver le tore invariant. Ici, je vais partir du cadre plus standard, en quelque sorte, qui est de partir d'un hamiltonien complètement intégrable, parce que je veux faire les choses de façon un peu plus globale, en quelque sorte, et pas seulement locale au voisinage du tore initial. Donc, je considère ce hamiltonien complètement intégrable sur donc, un espace des phases qui est Rn, non, ça devrait être Tn ici. Oui. Tn fois V. V est une partie ouverte de Rn, par contre, ça c'est correct. Donc, je suis désolé, ici c'est Tn. Alors, donc, c'est un hamiltonien complètement intégrable, ça veut dire qu'il ne dépend que de P. Et donc, j'ai un vecteur de fréquence, hein, qui est la matrice, qui est les dérivées partielles dH0 sur dP qui donne le vecteur de fréquence qui dépend de P. Hein, et on va supposer l'analogue, enfin l'hypothèse de torsion non dégénérée correspond ici à l'hypothèse que le hessien, hein, donc la matrice des dérivées secondes de H0 par rapport au P, hein, est non dégénérée. Et on va supposer que c'est vrai en tout point de V. Alors, donc, on a le vecteur de fréquence, alpha de P, hein, qui est donc dH0 sur dPi. Et comme la matrice de Hessienne est non dégénérée, ça veut dire que l'application qui a P associe le vecteur de fréquence alpha de P, hein, et donc un difféomorphisme local. Alors, donc a priori, ça veut dire que chaque fois qu'on a un point de V pour lequel le vecteur de fréquence correspondant est diophantien, et donc comme on a un difféomorphisme local, on a beaucoup de tels points P étoiles, puisque l'ensemble HDC, alors pour le moment, je n'ai pas mis de paramètres dans la condition diophantienne, hein, je vais en mettre dans un instant, mais pour le moment, on n'a pas mis de paramètres, et ça veut dire qu'à ce moment-là, il est de mesure totale. Hein, et donc, ça veut dire que l'ensemble des P étoiles, tels que alpha de P étoile, est dans HDC, hein, et lui est de mesure totale. Donc, un très gros ensemble de paramètres. Hein, eh bien, donc on a le théorème CAM, donc ça veut dire qu'on a un voisinage de H0, hein, tel que, donc dans l'espace, alors désolé, ça ne doit pas être U, ça doit être V, alors c'est ma faute, j'ai mal relu. Donc dans C infini de Tn fois V, hein, tel que tout hamiltonien dans ce voisinage a comme H0, hein, un tore invariant lagrangien avec ce vecteur de fréquence alpha de P étoile. Bon, là, j'ai juste appliqué séparément, en quelque sorte, le théorème CAM pour chaque P étoile qui a cette propriété, bon, qui est l'hypothèse. Donc, l'hypothèse de non-dégénérescence, elle était valable partout, ça, grâce à l'hypothèse que j'ai fait ici, donc l'hypothèse diophantienne, ça il faut que je la prenne pour chaque tore. Donc la question c'est dans quelle mesure, comment est-ce que le voisinage dépend de P étoile, puisque quand je vais avoir une perturbation explicite, il faut que je sache en quelque sorte pour quelle P étoile, hein, le grand H va être suffisamment proche de H0. Alors la réponse est assez simple. Hein. Alors, bon, là, c'est juste une question d'éviter les effets de bord. Je vais prendre, j'ai un ouvert V. Bon, il ne s'agit pas d'être trop proche du bord. Donc, je vais juste prendre une partie compacte L tilde contenue dans V. Donc, ça, c'est anodin, en quelque sorte. C'est juste... alors, ensuite, par contre, plus important, je vais fixer les paramètres... Voilà. Les paramètres d'une condition diophantienne, tau et gamma. Donc j'ai parlé de homogène HDC, hein, mais HDC, c'est l'union sur les gamma et tau des HDC de gamma tau, les nombres diophantiens avec exposant tau et constante gamma. Alors, en fait, donc, la conclusion qui va sortir de la suite, mais je veux dire que je pose tout de suite, mais qui sera une conséquence de choses qu'on va voir ensuite, hein, c'est qu'on peut trouver un voisinage V. Donc V dépend de L tilde, enfin c'est sans grande conséquence, et des paramètres, ça c'est plus important, hein, de H0, de sorte que ce voisinage soit contenu dans tous les U de P étoiles
qu'on a vu. En d'autres termes, la taille du voisinage autour de H0 ne dépend, alors une fois qu'on est dans une partie compacte, ne dépend que des paramètres de la condition diophantienne. Alors, donc évidemment, le voisinage, a priori, lorsqu'on va laisser tendre en particulier gamma vers 0, va devenir de plus en plus petit. Donc on ne peut pas espérer, a priori, trouver un voisinage qui marche pour tous les alphas qui seraient dans HDC avec un gamma arbitrairement petit. Mais par contre, on pourra à l'inverse prendre gamma petit, de façon que HDC, mais petit mais fixé, petit mais fixé, de façon à ce que cet ensemble-là soit encore de grandes mesures de Lebesgue, pas total puisque gamma n'est pas nul, mais en fait on se rappelle que quand on regarde le complémentaire de cet ensemble HDC, sa mesure est de l'ordre de gamma. Constante fois gamma, une constante dépendante de taux, mais enfin constante fois gamma, au moins lorsque taux est strictement positif. Eh bien, donc à ce moment-là, on aura donc encore un ensemble de grandes mesures et un voisinage V qui marche pour tous les alphas, pour tous les P étoiles, tels que alpha de P étoile, soit dans cet ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Je veux dire qu'on puisse appliquer simultanément le théorème CAM pour tous les P étoiles tels que le vecteur de fréquence correspondant satisfait une condition diophantienne avec des paramètres fixés. Et la deuxième conclusion, c'est que le tore, puisque une fois que maintenant on est dans ce voisinage V, on n'a en fait pas seulement un tore, donc on aura une famille de tores, donc paramétrés par les P étoiles tels que le vecteur de fréquence est diophancien. Et donc la deuxième conclusion, c'est que ces tores vont dépendre de façon lisse au sens de Whitney de P étoiles. Alors je vais rappeler dans le prochain slide de quoi il s'agit, enfin lisse au sens de Whitney. Enfin je voulais tout de suite insister sur cette propriété. Alors, donc qu'est-ce que c'est que la différenciabilité au sens de Whitney? J'imagine que vous l'avez déjà tous croisé un jour ou l'autre, mais enfin, donc le point, c'est que on ne peut pas, je veux dire, il y a besoin d'une notion non complètement standard, j'ai envie de dire, de différenciabilité, puisqu'ici, on a un P étoile, donc on a vu que dans le cadre où on est, l'application qui a P étoile associe alpha de P étoile, c'est un diffeomorphisme local. Donc, alors, qui est lisse, si H0 est lisse. Donc là, il y a juste un changement de variable. Donc, à diffeomorphisme près, l'ensemble des P étoiles pour lesquels on a un tore lagrangien invariant, cet ensemble est en gros l'ensemble HDC de gamma tau, localement, puisque je suis... Enfin, localement. Ce n'est pas globalement qu'il est non compact, etc., mais enfin, à l'intérieur de ce compact L tilde. Or, donc, si c'est un ensemble qui a une grande mesure de Lebesgue, c'est par contre un ensemble, alors ça ne sera pas tout à fait forcément un ensemble de Cantor, parce qu'il se peut de temps en temps qu'il y ait des points isolés, mais en tout cas, c'est certainement un ensemble totalement discontinu. Et donc, je veux dire, une fonction qui est définie sur un ensemble totalement discontinu, il faut trouver un moyen de donner un sens à des notions de différenciabilité. Donc, c'est à ça que sert cette différenciabilité au sens de Whitney. Donc, quel est le cadre? Alors, bon, une notation, c'est qu'on note donc l'espace des formules multilinéaires symétriques en L variable sur Rn, ou si vous préférez des applications polynomiales de degré L sur Rn. Alors, on va se donner une partie fermée de Rn. Donc, cette partie fermée, vous pouvez y penser comme étant l'ensemble, enfin, HDC de gamma tau, ou plutôt, dans le contexte où je vais travailler, c'était plutôt son image inverse par l'application de fréquence.
Donc c'est en tout cas une partie fermée qu'il faut penser comme étant vraiment un ensemble peut-être totalement discontinu, enfin un ensemble fermé a priori très compliqué. En tout cas, voilà. Alors donc on considère une application grand F définie sur L, donc sur cette partie fermée. Alors à valeur, bon, ici je la prends à valeur dans un espace de Fréchet parce que ce qui m'intéresse c'est de dire que le tor lagrangien dépend de façon lisse au sens de Whitney, enfin c'est infini au sens de Whitney, du paramètre P étoile. Donc l'espace de Fréchet en question, ça sera l'espace des θ tels que le tor lagrangien et le graphe de la forme fermée θ. Donc bon, un espace de fonction C infini ou analogue, enfin je veux dire, c'est pas très grave parce que ce qui se passe c'est vraiment au départ. Par contre au départ c'est essentiel, enfin je veux dire pour ce que je raconte, que grand L se trouve dans un espace de dimension finie, hein, Rn. C'est l'espace des fréquences, hein, je veux dire c'est vraiment de dimension finie. Alors on dit que donc c'est Cm au sens de Whitney si donc il faut que je me donne en quelque sorte les candidats à être les dérivées successives de f, alors Cm jusqu'à l'ordre m. Donc le f0 c'est f lui-même, hein, et donc le fl c'est la dérivée d'ordre L, donc c'est a priori une forme multilinéaire symétrique en L variables à valeur dans E, hein, fl. Donc ça, pour le moment, c'est juste les candidats. Je veux dire, j'ai encore pas écrit de propriété. Donc pour le moment, c'est juste, il faut qu'il existe ces applications. Pardon, il ne faut pas que je vous les donne. Il faut qu'elles existent. Hein. Et donc la relation entre ces différentes applications que je vais exiger, par contre, hein, c'est que la formule de Taylor soit valable. Alors qu'est-ce que j'appelle formule de Taylor? Donc il faut l'écrire à tous les niveaux, si j'ose dire. Hein. Il faut l'écrire à tous les niveaux, c'est-à-dire que pour n'importe quel i, je vais l'écrire pour la dérivée d'ordre i. Hein, i est entre 0 et m, et donc entre deux points que j'appelle, suivant la tradition x et x plus h, deux points dans le grand L. Hein. Donc fi de x plus h, hein, va s'écrire comme... Donc ça, c'est la formule de Taylor. Hein. Je prends les dérivées, donc je l'écris pour la dérivée d'ordre i déjà, hein, et donc on voit apparaître ici les dérivées d'ordre supérieur entre i et m. Hein, donc le terme, bien sûr, L égale i, c'est le fi de x qui est le premier terme, puis ensuite, etc. Et puis un reste, bien sûr. Hein, et ce reste, Ri, je demande qu'il soit de l'ordre auquel on est habitué dans la formule des Taylor, hein, c'est-à-dire un petit taux de norme de h puissance m moins i. Et ceci doit être uniforme local. Enfin, je n'ai pas supposé que L était compacte. C'est pour ça que j'ai mis localement uniformément. Hein, mais enfin, si L est compacte, je peux barrer le localement et dire uniformément en x dans L. Donc, l'estimation qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la définition. Mais le grand mérite de Whitney, de cette définition et de Whitney, hein, c'est le théorème d'extension. C'est-à-dire qu'il y a une autre définition, si j'ose dire, hein, de cette notion, qui est la définition auquel tout le monde pense, hein, qui est la suivante. Donc, si on se donne un voisinage ouvert de L, eh bien, une application grand F de L dans E et Cm au sens de Whitney, si et seulement si, en fait, elle est restriction d'une application de classe Cm au sens usuel de V dans E. Donc, évidemment, sur un ouvert, il n'y a pas de doute sur ce que signifie Cm, hein, sur l'ouvert V. Hein, et donc, alors, dans un sens, c'est complètement clair. Hein, dans un sens, c'est clair que si c'est restriction d'une application de classe Cm, hein, alors on peut effectivement définir les dérivées partielles d'ordre jusqu'à m, hein, le long de L. Et la formule de Taylor sera valable parce que, bon, pas parce qu'elle est valable, je veux dire parce qu'elle est valable pour les fonctions de classe Cm. Donc dans un sens, c'est une trivialité, et tout le mérite de Whitney, c'est de montrer que l'inverse est également vrai. Il suffit qu'on ait ces restrictions pour arriver à construire cette extension. Alors il faut bien voir d'ailleurs que, alors ça ne sera pas le cas dans nos histoires diophantien, encore que
enfin, je veux dire, il y a des circonstances où les FI ne sont pas forcément uniquement définis, hein, parce que simplement l'ensemble L n'est pas forcément suffisamment gros pour qu'on puisse a priori deviner des tangentes dans toutes les directions. Si par exemple, évidemment c'est un cas un peu stupide, mais enfin si grand L contient un point isolé, je me donne à ce moment-là seulement la valeur de grand F en ce point isolé, et a priori, n'importe quelle valeur des dérivés successifs peut fonctionner. Ensuite, il faut construire l'extension correspondante. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que connaître grand F ne détermine pas forcément, pas toujours en tout cas, hein, les dérivés d'ordre successif qui sont ici. Le fait, c'est pour ça que je me suis corrigé quand j'ai dit il faut qu'elles existent, parce qu'elles ne sont pas automatiquement données dans la définition. Voilà. Donc, alors, je vais pas démontrer le théorème d'extension de Whitney, hein, c'est de l'analyse assez fine. Mais enfin, bon, c'est le... Donc, encore une fois, en général, enfin bon, on va s'en servir. Disons que je vais pas faire la démonstration, mais enfin, j'indiquerai à quel moment on se sert de ce théorème d'extension de Whitney. Donc, on a cette notion de licité au sens de Whitney. Alors, maintenant, on revient à notre cadre. Hein. Donc, j'ai énoncé la propriété que quand on se donnait les paramètres gamma et tau, hein, donc ils sont encore là, hein, donc on va prendre pour L l'ensemble des P étoiles. Alors, L tilde, c'était ce compact, enfin simplement il s'agit de ne pas s'approcher trop près du bord. Hein, des paramètres P étoiles dans L tilde pour lequel le vecteur de fréquence est diophantien. Et donc, on a un tore lagrangien, donc on cherche plutôt un tore lagrangien voisin de P égale P étoile, et donc ça sera le graphe d'une forme fermée θ sur Tn, donc forme fermée P égale θ de Q. Hein, et donc, alors, on a un premier énoncé qui est dû à Peschel en 1982. Donc dans le cadre précédent, c'est-à-dire un cadre perturbation de Hamiltonien complètement intégrable. C'est le cadre que j'ai. Donc je suis parti d'un Hamiltonien complètement intégrable, grand H0, hein, sur Tn fois V, et donc que j'ai perturbé, que je vais perturber, enfin le voisinage V apparaît ici. Hein, et je cherche des tores lagrangiens invariants pour ce Hamiltonien perturbé. Donc le théorème de Peschel nous dit qu'on peut trouver le voisinage grand V, hein, et donc une fois que H, grand H, la perturbation appartient à ce voisinage, eh bien je peux trouver une application qui a P étoile, donc P étoile étant dans grand L, hein, P étoile associe la forme fermée, donc en d'autres termes associe le graphe, hein, associe le tore, je veux dire, mais le tore est représenté par la forme θ. Hein, donc une application de grand L dans l'espace, alors j'ai mis même le bon espace de Fréchet des informes fermées de classe C infini sur Tn, hein, qui soit C infini au sens de Whitney. Hein, donc aussi. Voilà. Donc ça c'est l'énoncé du théorème de Peschel et pardon, je m'excuse, j'ai oublié de dire l'essentiel quand même. Quelle est la propriété de cette application? Hein, cette application est telle qu'effectivement le graphe de θp étoile soit un tore quasi invariant pour H qui a le vecteur de fréquence requis. Hein. Donc c'est bien ce qu'on a annoncé. Hein. On retrouve les tores invariants, pas un seul tore invariant, hein, mais on retrouve une famille entière de tores invariants paramétrés par cet ensemble grand L, hein, si vous préférez, paramétrés par un vecteur de fréquence qui se trouve dans cet espace HDC de gamma tau. Donc, encore une fois, quand gamma est petit, hein, c'est un ensemble qui est de grande mesure de Lebesgue. Alors justement, il y a une conséquence géométrique qui remonte en fait celle-ci à Arnold. Alors c'est toujours le même, le même cadre, hein, avec un Hamiltonien complètement intégrable et hessien non dégénéré. Eh bien, dans ces circonstances, l'union des tores lagrangiens
diophancien. Donc, quand je dis diophancien, ça veut simplement dire alpha quasi-périodique avec un alpha diophancien, mais un certain alpha non spécifié qui est diophancien. Donc l'union des tors lagrangiens diophanciens invariants para-hamiltoniens H suffisamment proche de H0, donc je suis juste en train de redire les choses d'une façon un peu différente, mais très légèrement différente. Donc c'est le voisinage V qui est ici, mentionné ici. Eh bien, cette union est une partie de l'espace des phases de mesure de Lebesgue positive. Et bon, qui plus est, là, je suis juste en train de dire que donc la mesure relative, cette partie tend vers 1 lorsque H tend vers H0. Donc, quel est le point de tout ça par rapport au théorème de Peschel? Le théorème de Peschel est plus précis. Hein. Le théorème de Peschel est plus précis puisqu'il nous donne cette dépendance au sens de Whitney. Quand on a cette dépendance au sens de Whitney, en fait, on est capable de calculer, de voir que cette application va envoyer un ensemble de mesures positives sur un ensemble de mesures positives. C'est un plongement. Et donc, ici, au départ, on a un ensemble de mesures. Alors, on ne parle pas de la même mesure de Lebesgue. Ici, on a un ensemble de dimensions qui vit dans Rn. Donc, on parle de la mesure de Lebesgue en dimension n. Ensuite, on a pris des graphes qui sont eux-mêmes des graphes d'une fonction de n variables. Et donc, la mesure de Lebesgue dont on parle ici, dans l'espace des phases, c'est une mesure de Lebesgue de dimension 2n. Mais enfin, disons qu'il y a n variables plus ou moins triviales qui sont les variables Q, qui sont le long du tore. Les choses compliquées se passent de façon transverse au tore, dans la direction des variables P, pour lequel on a cette fois-ci une application qui n'est pas partout définie, qui est seulement définie sur un ensemble de cantors de grande mesure de Lebesgue, et pour lequel, donc ici, le théorème nous garantit une bonne dépendance au sens de Whitney, mais enfin qui nous permet de transporter la mesure de l'espace des P étoiles vers l'espace de dimension 2n, ou si vous préférez, sur les transversales. Je peux fixer Q, fixer un paramètre Q particulier, regarder ce qui se passe dans la transversale donnée par cette valeur de Q. Donc à ce moment-là, je retombe sur une transversale de dimension n, paramétrée par les variables P, donc sur lesquelles j'ai la mesure de Lebesgue de dimension n. Et à ce moment-là, cette application, donc en prenant juste la valeur en Q de cette forme, cette application devient un diffeomorphisme. Enfin, c'est infini au sens de Whitney et avec une dérivée qui est celle qui est inversible. Et donc, on pourra transporter la mesure positive au départ ici. Donc, et non seulement mesure positive, mais mesure qui tend vers 1, mesure relative qui tend vers 1 lorsque gamma tend vers 0. Donc, c'est pour ça la dernière assertion ici, ça correspond à faire tendre gamma vers 0. Au départ, donc on se donne gamma, on a le voisinage V. À mesure que gamma devient plus petit, la mesure relative ici tend vers 1, mais évidemment, le prix à payer, c'est que le voisinage tend vers 0. Donc c'est pour ça que si on se permet de laisser tendre H vers H0, donc de plus en plus près, à ce moment-là, on peut se permettre, dans le théorème de Peschel, de prendre gamma de plus en plus petit, et donc d'obtenir à l'arrivée un ensemble de mesures relatives de plus en plus grandes. Voilà, alors je suis un peu en avance pour la pause, mais d'un autre côté, si je commence maintenant ce qui vient ensuite, je ne saurais plus exactement où m'arrêter pour faire la pause. Donc je vais faire la pause maintenant et puis on reprend dans 5-6 minutes.